Vous êtes en direct de Kinshasa, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. D'abord, le titre de votre journal. La rentrée judiciaire à la Cour de cassation a eu lieu ce lundi 16 octobre 2023 au Palais du Peuple devant le chef de l'État Félix Tshisekedi en sa qualité de magistrat suprême. Dans son discours, Eli Léon Ndomba, premier président de la Cour de cassation, a émis le vœu de restituer à la justice congolaise ses lettres de noblesse. 40 morts et plusieurs personnes disparues, c'est le bilan provisoire dressé par les familles de victimes et la société civile ce lundi d'un naufrage qui s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi 14 octobre 2023 au large de la ville de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Le Fonds monétaire international FMI et la Banque mondiale ont clôturé leur réunion annuelle au Maroc dimanche avec quelques progrès dans l'augmentation de leurs ressources de prêt, mais en faisant face à un nouveau choc économique dû au conflit israélo-gazaoui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme annoncé au sommaire, la rentrée judiciaire à la Cour de cassation a eu lieu ce lundi 16 octobre 2023 au Palais du Peuple. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a pris part à cette cérémonie en sa qualité de magistrat suprême. Dans son discours, Eli Léon Ndomba, premier président de la Cour de cassation, a émis le vœu de restituer à la justice congolaise ses lettres de noblesse et promet son implication pour redorer l'image ternie de cette dernière. Suivez un extrait de son discours. Je pense qu'il est possible de relever le défi de la crise de la justice, fort d'une flamme d'espérance de sa refondation allumée par votre Excellence. En effet, c'est dans ce contexte que j'accède à la lourde fonction de premier président de la Cour de cassation. J'ai la conviction que ce défi n'est nullement au-dessus de notre commune volonté de restituer à l'ordre judiciaire ces lettres de noblesse. C'est pourquoi je pense, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, accompagner vos efforts en inscrivant au cœur de ma réflexion de ce jour le thème suivant: les obstacles à la justice, facteurs du sous-développement. Pour ma part, j'ai pris la juste mesure des alertes lancées par nos concitoyens, relayées par votre Excellence dans votre communication à la 113e réunion du Conseil des ministres du 15 septembre 2023 relative à la lutte contre les antivaleurs et à la capitalisation des réformes dans le système judiciaire. Par-delà cette interpellation, j'ai perçu le problème et je me suis résolu de faire partie de la solution. Rendons-nous à la chambre basse du Parlement. L'Assemblée nationale a adopté le samedi 14 octobre 2023 le projet de loi portant prorogation de l'état des sièges en Ituri au Nord Kivu pour la 58e fois consécutive. Le texte était présenté par Rose Mutombo, ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux. Regardez. Cette nouvelle prorogation a pris effet le même samedi pour une durée de 15 jours. Dans un vote subséquent, sur 289 votants, 287 ont voté pour, 2 ont voté contre et aucun ne s'est abstenu d'après le bureau de la Chambre basse du Parlement. Cette autorisation de plus intervient après que le président de la République se soit prononcé à l'issue des conclusions de la table ronde sur l'essor de cet état d'exception. Pour le commandant suprême des forces armées, l'état des sièges reste maintenu, mais certaines mesures d'allègement de cet état sont prises pour aller progressivement vers la levée totale. Dans le même ordre d'idées, il a rétabli les juridictions civiles en place dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées. Depuis mai 2021, le gouvernement avait déclaré un état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu suite à la résurgence de l'insécurité. Les entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, les secteurs et la chefferie. Les entités territoriales déconcentrées sont les territoires,
le quartier, les groupements et le village. Changeons chapitre pour parler des travaux de la 8e commission mixte RDC-Ouganda qui ont pris fin le week-end dernier. Le ministre congolais en charge de l'intégration régionale Antipas Mbusa Nyamwisi a clôturé la fin de ces travaux au cours duquel plusieurs résolutions ont été prises, notamment la suppression d'octroi de visa pour les deux pays. Suivez. Antipas Mbusa Nyamwisi, ministre d'État en charge de l'intégration régionale, a clôturé le samedi dernier les travaux de la 8e grande commission mixte RDC-Ouganda. Parmi les résolutions de ces intenses travaux figure la suppression des droits d'octroi des visas pour les deux pays. Cette option élevée, estiment des experts, pour faciliter la circulation des personnes de ces deux pays frères qui ont une culture et une histoire communes. Les deux parties ont aussi examiné les questions liées à la sécurisation et à la démarcation des frontières communes, à la coopération militaire et sécuritaire, à la neutralisation des groupes armés hostiles aux deux pays, à la coopération décentralisée entre les entités territoriales frontalières de la République démocratique du Congo et de la République de l'Ouganda. Ils ont aussi discuté de l'état de la coopération dans les domaines du commerce, de la fiscalité, des douanes, des transports, de la télécommunication et communication, de l'industrie, de l'agriculture, de la pêche et l'élevage et de la lutte contre la pollution dans la zone frontalière, de l'exploration des hydrocarbures dans la zone d'intérêt commun et dans le domaine de la santé. Dans son allocution de clôture, le patron de l'intégration régionale a loué les efforts déployés et a appelé à transformer les désaccords passés en opportunités pour une coexistence harmonieuse. C'est pour moi donc l'occasion de remercier les experts ici présents pour les efforts fournis en vue de préparer des dossiers qui intéressent la coopération entre les deux pays. Grâce à leur travail, nos échanges bilatéraux vont être allégés et rapidement bénéfiques. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'heure n'est plus au discours, mais aux actes. Nos deux chefs d'État, leurs Excellences Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Kaguta Museveni veulent résolument que nous puissions élaborer des solutions aux problèmes communs de nos deux peuples. La libre circulation rendue difficile par des frontières coloniales devrait être restaurée par une suppression de paiement de droits d'entrée et par la construction d'infrastructures routières pour une communication rapide. Pendant 3 jours de discussion, les délégués des deux pays ont travaillé d'arrache-pied pour aboutir à ces résolutions. Pour suivre et pérenniser les acquis de ces travaux, une commission de suivi sera mise en place et fera rapport trimestriellement. La 9e commission mixte prévue prochainement à Kampala continuera de faire progresser ses efforts conjoints vers un avenir plus prometteur pour les populations des deux pays. Je l'ai annoncé dès l'entame de ces journaux ouverte le 9 septembre 2023 à Marrakech, au Maroc. Les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international se sont clôturées le dimanche 15 octobre. C'est sous satisfaction des différentes délégations venues du monde entier. Ces rencontres de portée internationale avaient pour but de réunir les acteurs d'horizons divers, dirigeants du secteur public et du secteur privé autour du grand dossier mondiaux. Une mention spéciale pour le continent africain qui a assuré le déroulement de ces travaux 50 ans après. Bijou Lumona. Pendant 7 jours, plus de 14 000 participants représentant 189 pays du monde ont réfléchi sur divers sujets qui sont à la base des enjeux mondiaux. Cet événement international a donné également lieu à toute une série de séminaires, séances d'information régionales, conférences de presse et autres sessions consacrées à l'économie mondiale, au développement international et au système financier international. L'occasion a été pour tous ces participants de trouver des pistes et des solutions pour faire face aux enjeux qui frappent toute la planète. À l'occasion de la cérémonie de clôture, le président du groupe de la Banque mondiale, Adjaï Banga, a salué la qualité de l'organisation par le Maroc de ces assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Il a apprécié le travail incroyable accompli par le royaume chérifien. Ces assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI étaient une occasion pour les officiels marocains de présenter au reste
reste du monde les réformes qui ont conduit au développement de leur pays. Nous sommes très contents de voir que nous avons des choses à construire ensemble, des choses très fortes à construire ensemble, des complémentarités. Nous avons présenté tous les avancées qu'a fait le Maroc sur ces dernières années, avantages sur la proximité avec l'Europe, avec le marché, l'ouverture vers le marché africain et aussi les accords de libre-échange qu'il y a, la décarbonation de l'industrie et la décarbonation forte dans laquelle notre pays est engagé et qui permettra à toute industrie qui s'installe au Maroc d'être décarbonée. La tenue de ces rencontres de haute portée ne pouvait que faire la fierté de l'Afrique tout entière. C'est après 50 ans que le continent africain a abrité les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI. La République démocratique du Congo, qui était aussi représentée à ces assises, s'est félicitée du déroulement de ces rencontres internationales. Pour Aimé Boji, ces assemblées annuelles étaient une occasion d'écouter ce que d'autres pays ont réalisé comme progrès dans différents secteurs. Pour nous, c'était une belle expérience d'écouter les autres ministres parler de ce qu'ils ont réalisé comme effort dans leur pays. Et nous allons donc récolter toutes ces données et continuer avec nos propres efforts au niveau national. Nous sommes un pays post-conflit, nous continuons à être un pays post-conflit. Nous avons un défi énorme sécuritaire à l'est de la République, mais cela ne nous empêche pas, ne nous a pas empêché plutôt de nous engager sur une panoplie de réformes. Les assemblées annuelles Banque mondiale FMI rassemblent les gouverneurs des banques centrales, les ministres des Finances, les dirigeants du secteur privé, les représentants de la société civile, les médias et les universitaires pour débattre des questions les plus urgentes auxquelles est confrontée l'économie mondiale. Elles se tiennent généralement 2 années de suite au siège de la Banque mondiale et du FMI à Washington, puis dans un autre pays membre la 3e année. La capitale du Thaïlande, Bangkok, accueillera l'édition 2026 de ces assemblées annuelles. Dans le secteur de l'éducation, le directeur de la province éducationnelle de la Tchangou, Jean-Marie Mvouzi, a échangé le week-end dernier avec le promoteur et préfet des écoles du secteur privé de sa juridiction. Il était question de renforcer le lien de collaboration avec ses partenaires pédagogiques afin de favoriser un bon encadrement des apprenants dans leur formation scolaire respective. L'activité a eu lieu au lycée de Sœurs de Kingasani dans la commune de Kimbanseke. Masiala et Passion Mbouta étaient là pour les comptes de Modico Télévision. 25%. Renforcer les liens de collaboration entre l'administration éducationnelle de Tchangou et les opérateurs pédagogiques des écoles privées de ce district, tel a été l'objectif de cet échange entre le directeur de l'éducation provinciale Jean-Marie Mvouzi et le promoteur des écoles privées œuvrant dans le secteur. Et c'est après avoir constaté le non-respect dans le chef de leurs établissements scolaires des instructions mises en place par l'administration provinciale de l'éducation que Jean-Marie Mvouzi, accompagné de l'inspecteur provincial, se vit dans l'obligation de convoquer cette réunion. Question pour lui d'interpeller ces derniers à la prise de conscience des responsabilités qui leur revient, surtout dans l'encadrement des élèves. Aussi, à se conformer au règlement d'ordre intérieur du ministère de l'Enseignement, sans lequel aucun de ces opérateurs ne peut espérer continuer à œuvrer dans le secteur. La séance que nous venons d'avoir avec les promoteurs de notre juridiction, qui est la province éducationnelle de la Tchangou, était de sensibiliser d'abord et de pouvoir réfléchir ensemble avec eux aussi en rapport avec les problèmes liés au fonctionnement de notre province, surtout à la collaboration qui devait être franche et étroite entre eux et nous. Et en plus, le rassurer de notre disponibilité à pouvoir les accompagner dans la gestion de leurs écoles. L'inspection provinciale du district de la Tchangou, quant à lui, estime que cet échange est une nécessité pour remettre de l'ordre dans les secteurs de l'enseignement dans le district de Tchangou. Mais nous ne manquerons pas à tout moment. Quand il y a une déviation, à les inviter et puis parler aussi avec eux, continuer à parler avec eux. Parce que c'est à partir du dialogue qu'on peut marcher ensemble. Quant aux responsables des écoles, ils saluent cette initiative et s'engagent à se conformer. Il nous a rappelé à l'ordre, comme étant partenaire éducationnel, de suivre les instructions du ministère de l'EPST et puis d'être conformément aux normes des autorités
Et il a rappelé l'urgence et les exigences de cette année. Et d'ici la fin du mois d'octobre, que nous soyons réglo. Donc on a acté. Promouvoir le système éducatif à Kinshasa, à Tiangou en particulier, tel est le cheval de bataille de Jean-Marie Mvouzi, directeur provincial de l'éducation district de Tiangou. Vous prenez seulement pour calculer le montant. Rendons-nous à présent dans la ville de Mbandaka après le naufrage qui a eu lieu le week-end dernier. Le bilan s'est alourdi. On parle à présent des 40 corps repêchés, 167 disparus et 189 rescapés. C'est le bilan du naufrage de la baleinière Mapamboli le dimanche 15 octobre 2023 qui a été revu à la hausse. Parmi les victimes figure Madame Hélène Ngangwele, chargée de la logistique de la CENI à Bolomba dans la province de l'Équateur. Dans l'entretemps, le service de sécurité et la Croix-Rouge intensifient le recherche des corps jusqu'à 10 km en aval du fleuve Congo. Suivez. Le bilan du naufrage de la baleinière Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, est revu à la hausse. Il passe de 27 à 30 morts le dimanche 15 octobre 2023. 30 corps repêchés en l'espace de 2 jours, 167 disparus, 189 rescapés et des tonnes de marchandises noyées, a annoncé le ministre provincial de la Santé, Action humanitaire et Solidarité nationale. Ces données sont fournies par le service de la Croix-Rouge qui font de recherche de corps en aval du fleuve Congo. Ces activités sont réalisées avec du canot rapide et pirogues motorisées appuyées par le gouvernement provincial de l'Équateur. Selon le vice-gouverneur Taylor Nganzi, les opérations de recherche de corps se poursuivent jusqu'à 10 km en aval du fleuve Congo où plusieurs corps sont disparus dans les eaux. Ces derniers, faisant l'intérim, a instruit les services de sécurité et des migrations pour identifier tous les rescapés, les familles des victimes, en vue d'organiser les obsèques dignes. Il a également annoncé les débuts ce lundi des assistances alimentaires aux rescapés et l'organisation du retour des passagers n'ayant pas de famille dans la ville de Mbandaka. Du côté des rescapés, ces derniers déplorent avoir perdu leurs membres de famille et de marchandises car ils sont pour la plupart des opérateurs économiques et regrettent que le moyen de transport sûr n'existe pas dans la province de l'Équateur, raison pour laquelle les citoyens se débrouillent avec 2 baleinières en bois motorisé. Rappelons que la baleinière Mapamboli, qui a chaviré dans la nuit du vendredi au samedi, transportait plus de 380 passagers et plusieurs tonnes de marchandises composées de sacs de ciment, de barres de fer, des bidons de carburant, etc. etc. Parlons infrastructure à présent, construite et modernisée sur fonds propres du gouvernement provincial. L'avenue Elinguessa, dont les travaux de construction se sont achevés depuis plusieurs mois déjà, a été ouverte à la circulation ce lundi 6 octobre 2023. C'est à travers un communiqué officiel de l'hôtel des villes publié le week-end dernier. Bonne nouvelle pour les habitants des communes avoisinantes dont Makala, Bumbu, Selimbao, Mongafula, Ngiringiri et Kalamu. Grâce Maï. Appelés à faire bon usage de cette route nouvellement construite, les habitants de communes de Makala, Bumbu, Selembao, Ngiringiri, Kalamu et Mongafula n'auront plus à souffrir pour atteindre le centre-ville de la capitale. Par la construction de l'avenue Elinguessa, l'hôtel de ville vient ainsi de répondre de manière efficace à la problématique des embouteillages et des bouchons interminables à laquelle étaient confrontés les habitants de Mongafula, obligés de faire Rond-Point-Ngaba ou encore à faire Upen pour atteindre leur centre d'activité. Quant à eux, les habitants de Makala, Bumbu et Selembao sont désormais ouverts au monde grâce à la route Elinguessa qui vient désenclaver leur commune qui était autrefois coupée du monde suite à son inaccessibilité, les obligeant à faire de longs trajets à pied pour trouver un moyen de transport. Longue de 6 km, la route Elinguessa relie Bypass à partir de Mongafula au boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe en connexion avec l'avenue Kassavoub. Rappelons que ces travaux avaient démarré le 13 novembre 2019 à Kinshasa. Ils ont duré 16 mois.
Un mot de sport dans ces journaux, les tout-puissants Mazembe accusent les gouvernements congolais de faire obstacle à la tenue de son match contre l'Espérance sportive de Tunis prévu le 21 octobre prochain à Lubumbashi pour le compte du quart de finale aller à l'African Football League. L'équipe de Moïse Katumbi dénonce la politisation de l'affaire et menace de descendre dans la rue pour protester. Enoch Kalonji nous en dit plus. Au moment où doit démarrer le week-end prochain, la première édition de l'African Football League qui regroupe les 8 clubs les plus prestigieux du continent, parmi lesquels nous comptons les tout-puissants Mazembe, les seuls représentants de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais fait obstacle à la tenue du match opposant les Corbeaux de Lubumbashi face aux Tunisiens de l'Espérance de Tunis. En effet, le matériel de la CAF, y compris la VAR, demeure bloqué sous douane à Lubumbashi et les visas des commissaires et les invités VIP de la Confédération africaine de football n'ont à ce jour pas été délivrés par le gouvernement. Les supporters du club Luchois ont annoncé une manifestation devant le gouvernorat pour dénoncer le manœuvre du gouvernement. Congo mujima mobilisé de partout que le vote mouiko va fanatique à Mazembe. À tous les sectionnaires du tout-puissant Mazembe de partout en RDC, nous annonçons une manifestation pour ce mardi à 8h au stade et aussi devant le gouvernorat car trop c'est trop. Nous avons écrit au gouvernement pour le dédouanement des matériels, mais jusqu'à ce moment, le gouvernement reste calme à ce sujet. Mazembe n'est pas un parti politique, mais plutôt une équipe de football que le gouvernement libère le matériel de transmission de ces matchs. Même les visas des invités de la CAF n'ont pas encore été délivrés. Nous demandons au ministère des Affaires étrangères et celui des Sports de s'en occuper, car nous risquons une disqualification et aussi des sanctions de la part de la Confédération africaine. Depuis plusieurs années, le TP Mazembe est victime d'une véritable discrimination de la part du gouvernement, a annoncé le club via son site officiel. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. La rentrée judiciaire à la Cour de cassation a eu lieu ce lundi 16 octobre 2023 au Palais du Peuple devant le chef de l'État Félix Tshisekedi en sa qualité de magistrat suprême. Dans son discours, Élie Léon Domba, premier président de la Cour de cassation, a émis le vœu de restituer à la justice congolaise ses lettres de noblesse. 40 morts et plusieurs personnes disparues, c'est le bilan provisoire dressé par les familles de victimes et la société civile ce lundi d'un naufrage qui s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi 14 octobre 2023 au large de la ville de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Le Fonds monétaire international, FMI et la Banque mondiale ont clôturé leur réunion annuelle au Maroc dimanche avec quelques progrès dans l'augmentation de leurs ressources de prêt, mais en faisant face à un nouveau choc économique dû au conflit israélo-gazaoui. Ainsi s'achève cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit. Au revoir.